Ok, Monsieur Levy, merci beaucoup pour votre temps, pour cet entretien. Vous êtes un représentant du Rassemblement national, qui est disons, le parti qui a changé le nom dans les derniers mois, c'était le Front National, mais le parti de Marine Le Pen en France. Et vous êtes considéré la menace la plus grande pour l'Union européenne à Bruxelles. C'est vraiment le cas. Qu'est-ce que vous voulez en faire avec l'Union européenne? Alors nous souhaitons réformer l'Union européenne parce que nous pensons qu'elle est attentatoire aux droits des peuples et des nations. Nous pensons qu'elle est partie dans une logique d'être un super-État, un État presque totalitaire, hein, qui domine les nations et qui empêche les peuples d'être souverains. Et notre vision, c'est une vision nationale, c'est une vision des peuples, c'est une vision des nations, c'est une vision des libertés. Et donc évidemment, nous voulons réformer l'Union européenne. Écoutez, qu'est-ce qui a changé par rapport au passé, par rapport à ce que le Front National voulait faire dans les législatures passées? Alors, dans le passé, le Front National considérait que la construction européenne telle qu'elle se faisait était attentatoire à nos libertés, à notre souveraineté. Et comme nous étions tout seuls, nous avions l'idée que nous voulions partir de cette Union européenne. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus tout seuls. D'abord, il y a un certain nombre de forces nationales qui ont émergé et qui laissent penser qu'il peut y avoir une force d'opposition au sein du Parlement et d'une manière plus générale au sein des pays. Et puis, il y a des pays qui ont basculé dans une vision nationale. Alors, c'est l'Italie, c'est la Hongrie, ça a été la Pologne, mais le PiS n'est pas très loin, c'est la Suède, un certain nombre de pays qui ont adopté une vision nationale. Et donc, ça nous laisse dire que finalement, il ne faut pas quitter l'Union européenne, mais la changer de l'intérieur. Et nous sommes sur cette logique-là. Nous ne voulons pas quitter l'Union européenne, nous voulons la changer de l'intérieur. C'est possible que vous êtes en train un peu de changer certaines positions. D'abord, c'était quitter l'Union européenne, puis quitter l'euro. Maintenant, vous êtes peut-être en train de vous déplacer un peu plus dans le centre. C'est possible? Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Avant, nous étions tous seuls et nous avions le sentiment que on partait vers le fond. Hein, et donc, l'idée qu'aujourd'hui, il y a des forces politiques dans tous les pays d'Europe, et dans certains pays d'Europe, des forces dominantes qui sont au pouvoir, qui sont aux portes du pouvoir, nous laisse dire qu'on peut réformer l'Union européenne de l'intérieur. Et donc nous avons envie d'y rester. On ne quitte pas la table de jeu quand on est en train de gagner la partie. Vous me pouvez, s'il vous plaît, faire quelques exemples pratiques de ces réformes que vous voudriez faire? Par exemple, le pacte de stabilité qui a été présenté hier. Par exemple, le marché unique. Oui, mais tout ça, c'est une vision, vous l'avez bien vu, pacte de stabilité, marché unique. C'est une vision mercantile, c'est une vision marchande. On ne fait pas rêver les gens avec... Et ça ne peut pas être un projet. Un taux de croissance, ce n'est pas un projet, c'est une aberration. Et votre question montre bien d'ailleurs que l'Union européenne a comme seul objectif des objectifs chiffrés, marchands, mercantiles. Et donc ce n'est pas l'Europe. L'Europe, c'est une civilisation. L'Europe, c'est plusieurs millénaires d'histoire. C'est une histoire commune, alors quelquefois avec des conflits, mais aussi c'est des peuples cousins et qui partagent les valeurs communes. Et nous nous opposons à l'Union européenne qui se vit comme un marché, une union, une collaboration, une coopération des États qui se vit comme une coopération de pays liés par une communauté de civilisation. Donc vous voyez, on n'est pas dans le même schéma. Nous, notre projet, et si on devait avoir un certain nombre de projets, on pourrait avoir un projet qui serait un projet liberté et institutions, performance et croissance, culture au pluriel européenne, un projet qui porterait également sur la protection et l'immigration, et un projet enfin qui porterait sur le troisième millénaire, c'est-à-dire la science et le progrès. Donc vous voyez, on pourrait avoir des coopérations extrêmement utiles pour les États qui ne se situent pas exclusivement dans l'idée d'un marché, de statistiques, de taux de croissance, etc. Mais une vision qui est beaucoup plus haute et qui est, je crois, beaucoup plus porteuse de bénéfices pour tous les États. Et donc tout ce qui est les règles actuelles pour l'économie, pour les capitaux, pour les banques, pour voilà, le fonctionnement du marché unique, vous le mettrez à côté ou vous le changerez? Non, mais le marché unique, ça peut être une option, mais il faut le protéger.
À partir du moment où l'Union européenne n'est qu'un marché, c'est un hall de gare, que ce soit en matière démographique avec l'immigration, que ce soit avec Schengen. Schengen a autorisé tous les trafics. Nous, on n'est pas contre la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne, mais l'Union européenne ne doit pas devenir un terrain vague où l'ensemble des trafics du monde se concentre, où l'ensemble des immigrations du monde se concentre. Nous voulons un espace où il y ait un commerce, mais un juste commerce, avec des règles loyales, et puis surtout l'idée qu'on a un projet collectif avec une protection de nos marchés, de nos économies, et donc de nos emplois, et de la prospérité de nos pays. L'idée qu'on ne fonctionne que pour un marché est une vision qui ne peut naître que dans l'esprit de gens qui n'ont que des chiffres dans la tête et l'idée de profit. Nous avons une autre idée de l'Europe, qui est une idée qui est, je crois, beaucoup plus conforme à l'histoire de l'Europe. C'est quand même pas facile de faire vivre dans le même système des économies très différentes. On pense aux économies des pays de l'Est, le pays plutôt comme la France, l'Italie. Là, comment on fait? Écoutez, il y a des économies qui peuvent être compatibles et des économies qui ne sont pas compatibles. C'est sûr, quand on essaye de faire entrer dans l'Union européenne des pays où le salaire minimum est à 600 €, on a un problème. À moins qu'on décide, et c'est le cas de l'Union européenne, d'abaisser les salaires minimums de tous les pays à 600 ou 700 ou 800 €. Nous ne sommes pas sur cette position-là. Il y a des pays qui peuvent être compatibles et nous pouvons commercer et ouvrir nos marchés. Et puis il y a des pays qui ne sont pas compatibles parce qu'ils sont socialement tellement en retard qu'il n'est pas... À quel pays pensez-vous? Je pense aux pays des Balkans, je pense à l'Ukraine, je pense à des pays que l'on veut faire rentrer et qui ne rentrent pas du tout, qui n'ont pas du tout le même type d'économie que nous. Et qui, par conséquent, vont constituer des pôles de concurrence très déloyales. Quand on fait venir des travailleurs détachés, même de Roumanie, qui est un pays qui est dans l'économie plutôt au niveau moyen, et qu'on applique les règles sociales ou les salaires de la Roumanie pour un travail en France, on effondre la concurrence. Donc il y a là quelque chose de profondément déloyal. Nous, on croit à au libre commerce, on croit évidemment à l'économie de marché, mais encore faut-il que les règles soient loyales. Là, les règles sont totalement déloyales. Pourquoi est-ce qu'on organise un système totalement déloyal? C'est inimaginable et c'est inconcevable. Fait que ces pays sont déjà de l'Union européenne, donc ça ne va pas être facile. Oui, mais là, il y a 27 pays. Alors déjà, on a beaucoup de problèmes à 27 pays. Et même avec 27 pays, ça ne marche pas. Et l'Union européenne veut intégrer d'autres pays. Il y a 9 adhésions en projet, 9, dont des pays qui sont extrêmement, permettez-moi le terme, arriérés socialement, et qui vont donc constituer, en termes de concurrence sociale, un véritable problème pour nos économies. Alors, évidemment qu'on peut souhaité un marché le plus large possible à l'échelon européen, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et là, en l'occurrence, on est en train, parce qu'il y a une logique de la croissance permanente, de décider un peu n'importe quoi, avec pour conséquence la ruine de nos économies, hein, la ruine des économies des pays prétendument riches, hein, je mets des guillemets, parce que ce soit l'Italie, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, eh bien, on s'est beaucoup appauvri à ce jeu-là. Vous avez parlé d'immigration tout à l'heure. Est-ce que le Rassemblement national a changé un peu sa politique migratoire ou on est encore un peu à la... Disons, Mais nous, on considère que, si vous voulez, nous, on a pris notre part. La France, elle est submergée, elle est en train de crouler sous l'immigration. On est, je ne vais pas dire au bord de la guerre civile, parce que je ne souhaite pas du tout qu'on arrive à une confrontation, mais il y a des zones entières de notre territoire qui échappent à l'autorité républicaine. Et moi, j'invite les Italiens et les autres à venir en France
et vous allez vous allez voir votre futur. Car si vous laissez faire l'immigration, vous vivrez ce que l'on vit. Des zones où la police ne rentre plus, des zones où s'applique une autre loi que la loi française, des zones où les femmes ne peuvent même plus aller au café, même plus sortir en jupe. Donc il faut bien comprendre que nous, parce qu'on malheureusement on a été extrêmement laxiste en matière d'immigration, on sait ce qu'est l'immigration. Et nous, on veut arrêter l'immigration. Et de ce point de vue-là, le pacte d'immigration est une véritable catastrophe. Alors l'Italie croit connaître le problème de l'immigration, parce qu'ils ont vu passer 3 migrants, mais qu'ils viennent dans des zones françaises et ils verront ce qu'est l'immigration. Et à ce moment-là, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il faut arrêter. J'ai été à Lampedusa. Lampedusa est un véritable scandale. C'est une voie ouverte de toute l'Europe sur une immigration planétaire, sans prise en compte des conséquences sociales, économiques, sécuritaires et sociétales de ce phénomène. Donc il faut être raisonnable, il faut revenir à quelque chose qui je crois, relève du bon sens, hein, c'est-à-dire le contrôle de l'immigration. Écoutez, qu'est-ce qu'on est de la religion? La France est historiquement un pays très catholique. En Italie, il y a eu dernièrement de polémiques sur le rôle que le ramadan devrait avoir dans notre société. En France, il y a plus de musulmans qu'en Italie. Vous pensez qu'il faudrait protéger notre christianité ou ouvrir à toute religion? Vous avez parlé tout à l'heure de traditions européennes. Alors, la France est un pays laïque. C'est quoi la laïcité? La laïcité, c'est un système qui considère, et c'est un système d'ailleurs qui est d'inspiration chrétienne, hein, rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Il y a les vérités temporelles et les vérités spirituelles. Et donc, nous, on est là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la religion est une opinion. C'est une opinion. Si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, si vous êtes juif, c'est considéré comme une opinion. Alors d'abord, on a le droit de le critiquer. On a le droit de ne pas être d'accord avec une religion. Donc, c'est parce que c'est une opinion. Et surtout, une opinion, on ne l'exprime pas. De la même façon que vous n'arrivez pas en Che Guevara dans votre entreprise, ou vous ne vous baladez pas avec vos insignes politiques dans la rue, eh bien, l'expression visuelle religieuse, elle n'a pas lieu d'être sur la voie publique. Nous considérons qu'il faut préserver l'espace public, l'école, les entreprises de l'entrée des religions. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les religions, ça veut dire que c'est dans l'espace privé. Ça joue pour toutes les religions. Ce système joue pour toutes les religions. Et donc nous appliquons un système qui est le système traditionnel français, qui est le système de la laïcité. Donc voilà, pas forcément, disons, chrétienne, mais laïque. Non, mais pas plus que on admet. Mais si vous voulez, les chrétiens n'ont pas de problème, parce que les chrétiens, ils ont intégré la laïcité. Un chrétien, il ne se balade pas avec des croix, il ne se balade pas habillé en accoutrement religieux. Bon, il y a, alors ça touche évidemment des musulmans qui se baladent en habits religieux dans les rues. Alors je parle du voile intégral, de la burqa, etc. C'est évidemment pas la place d'habits religieux dans les rues. On ne se balade pas en habits religieux dans les rues. C'est notre position. Nous considérons, mais là nous sommes tout à fait conformes à l'esprit français, hein, qui est un esprit de laïcité. Ça s'applique à toutes les religions. Il n'y a pas, nous on n'est pas du tout, on respecte tous les croyants et on respecte toutes les religions. Mais la religion doit être dans l'espace privé, pas dans l'espace public. Écoutez, qu'est-ce que vous allez faire à la prochaine élection? Quel score vous pensez le Rassemblement national va emporter en France? Alors, je vais paraître présomptueux, mais d'abord, je pense qu'on devrait faire un score tout à fait conséquent, hein, et les sondages sont assez flatteurs. Hein. Mais maintenant, je ne m'arrête pas aux sondages. Mais je pense, si on regarde avec un peu de hauteur, que en fait, le système politique français est en train de s'effondrer. La gauche est divisée entre des forces qui sont islamistes, antisémites, comme LFI, une gauche qui est complètement diluée, et puis une droite qui n'existe plus,
un petit peu comme Forza Italia en Italie, qui a disparu, nous, LR a disparu. Et puis on a au centre une sorte de macronisme qui est en train de sortir, puisque Macron ne se représentera pas au présidentiel. On ne sait pas ce qui arrivera. Nous sommes un parti qui a une vraie vision politique et qui offre pour une fois une alternative, une vraie alternative. C'est qui vote? C'est qui votre comment dire, public de référence? Alors, au départ, notre socle était extrêmement populaire. C'était les gens les ouvriers, les employés. Ça s'est étendu aux gens de la ruralité, donc évidemment les paysans, mais pas que les paysans, la ruralité en général. Et ce qui est très frappant dans les dernières études d'opinion, c'est que le Rassemblement national capte maintenant l'attention et l'adhésion de gens CSP+, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, des cadres, etc., des urbains, ce qui est un peu, et des personnes âgées. On était très fort chez les jeunes, on était très fort chez les actifs, on avait un déficit chez les personnes âgées, et il semblerait, selon les dernières études d'opinion, qu'on est en train de rattraper statistiquement notre retard sur les personnes âgées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un parti qui fait la course en tête dans toutes les catégories socio-professionnelles, c'est un parti qui a vocation à gagner l'élection. Vous aimez la concurrence du parti Reconquête de Zemmour? Ça n'existe pas, Reconquête. Reconquête est un parti marginal. C'est un parti d'abord qui se situe, on va dire, national conservateur. Donc c'est une frange assez étroite. Électoralement, ça correspond à l'électorat de Philippe de Villiers. Philippe de Villiers a toujours été autour de 5%. N'a jamais été au-delà. Et puis c'est un mouvement qui est monothématique. Ils ont une seule thématique, c'est l'immigration et l'islamisme. Ça ne suffit pas pour représenter une alternative. Alors j'ajoute que Zemmour est un homme qui est plus journaliste que politique, qu'il est un peu discrédité, que Marion, elle sait faire campagne, c'est une battante, elle sait faire campagne, et du coup, il y a des divisions internes au sein de Reconquête. Donc je ne crois pas que Reconquête puisse représenter une force politique majeure, d'autant plus que Jordan Bardella aspire absolument tout l'air autour de Reconquête, et donc je pense que Reconquête risque de ne pas faire 5%. Au Parlement européen, vous êtes allié avec la Ligue du Nord, oui. Entre le parti italien. Vous allez renouveler cette alliance? En toute logique, oui. Hein. Nous, on est très contents de notre allié de la Ligue du Nord. Alors même si ils connaissent, je crois, quelques déboires électoraux par rapport à la période où ils étaient très, très, très forts. Mais vous savez, la politique s'est faite de haut et de bas, et que nous sommes fidèles à nos alliés italiens. Hein. Donc nous ne doutons pas que le charisme, la force de Matteo Salvini parviendra à conquérir encore une fois le cœur des électeurs italiens pour amener une alternance en Italie. Qu'est-ce que vous en pensez du gouvernement de Giorgia Meloni? Alors Meloni, je ne vais pas vous dire que je suis enthousiaste. Hein. D'abord parce que ce n'est pas notre allié, ensuite parce que je la trouve très décevante. Sur l'immigration, on ne la voit pas beaucoup. Elle flirte avec l'Union européenne. Et la question qui se pose, hein, et pour tous les Italiens, c'est est-ce qu'elle ne va pas approuver finalement von der Leyen et aller au PPE? C'est la vraie logique, c'est la vraie question qui se pose. Et les Italiens, les Italiens qui nous écoutent, ils doivent se dire qu'en votant Salvini, ils ont la certitude d'aller dans le bon sens. En votant Meloni, ils risquent d'aller vers von der Leyen et l'Union européenne, qui est contraire à tout ce qui fait l'essence de notre combat. Pourtant, l'Italie sont alliés. Oui, mais vous savez bien, c'est pas à vous que je vais dire qu'en Italie, il y a des alliances un peu improbables que nous-mêmes Français, on ne comprend pas. Hein. Il y a des choses, il y a des coalitions. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais globalement, on voit bien que
Meloni fait des clins d'œil à von der Leyen, ce qui n'est pas le cas de Salvini. Vu qu'on fait des grands noms, qu'est-ce que vous en pensez de Mario Draghi à la Commission européenne plutôt qu'au Conseil? Et pour moi, c'est pareil. Si vous voulez, tout ça, c'est une espèce de magma européiste qui ne me convient pas. Moi, je souhaite faire autre chose. Je pense que la Commission ne doit pas avoir les pouvoirs, que la Commission doit être le secrétariat du Conseil et que ce sont les chefs d'État qui doivent avoir la main sur la coopération européenne. Donc moi, je suis dans une autre logique. Donc je ne commande pas le jeu de chaises musicales entre européistes, tout ça ne m'intéresse pas. Que ce soit Draghi, von der Leyen, Breton ou quelqu'un d'autre, c'est pour moi pareil, ce sont les mêmes adversaires avec le même projet politique qui est un projet antinational. Une dernière question, je voudrais toucher un peu la politique internationale. La Ligue du Nord et le parti de Giorgia Meloni ont une position très différente sur la Russie. Donc Giorgia Meloni était très atlantique. Voilà, la Ligue du Nord, il n'a pas une position, disons, pro-Russie, mais dans l'histoire était plutôt, comment dire, favorable à une majeure collaboration et coopération avec Moscou. Qu'est-ce que vous en pensez de la Russie? Alors nous avons condamné évidemment l'agression russe en Ukraine, hein, parce que nous sommes pour la souveraineté des États et qu'un État attaque l'autre militairement, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, c'est une violation du droit international. D'ailleurs, c'est une faute politique parce que les choses devaient se régler autrement. Donc il n'y a pas d'ambiguïté en ce qui nous concerne. Pour autant, nous pensons qu'il faut éviter l'escalade. L'Europe est un continent qui a connu des guerres mondiales. Des guerres mondiales où on croit qu'on a des guerres qui sont ponctuelles, qui vont durer quelque temps, ça dure 4-5 ans. La Première Guerre mondiale, c'est 9000 morts par jour. Donc, si on devait aller vers une guerre totale, ce serait la fin de l'Europe. Donc, il faut tout faire pour qu'on sorte de cette logique de guerre, qu'on aille vers une désescalade et qu'on aille vers une solution pacifique. Marine Le Pen a proposé une conférence de la paix. Il faut aller vers ça. Alors, bien sûr, c'est compliqué, hein, mais la paix est toujours plus compliquée que la guerre. La guerre, j'allais dire, c'est presque la solution de facilité. Nous ne voulons pas rentrer dans cette logique-là. Hein, même si nous pensons qu'il faut aider l'Ukraine hein, pour ne pas être totalement écrasé et pour arriver en position de négocier, nous prônons la solution de paix. Qu'est-ce que vous en pensez de l'OTAN? Je veux dire, si c'était vous qui devez choisir... Alors moi, je pense que la France, et vous m'excuserez de faire cette distinction, la France ne peut pas avoir la même logique que les autres pays européens. Elle n'est pas pareille que les autres pays européens. Ce n'est pas parce que nous sommes supérieurs. Ça tient à une chose. Nous avons l'arme nucléaire. Et à partir du moment où on a l'arme nucléaire, on n'a besoin de personne. C'est-à-dire que quelqu'un vient nous attaquer, eh bien on le détruit. Donc vous avez bien compris qu'on n'a pas besoin d'un parapluie américain. Et si le général de Gaulle a donné à la France l'arme nucléaire, c'est justement pour lui donner cette liberté particulière qu'elle a et qui fait qu'on a une souveraineté particulière. Donc on n'est pas comme des pays comme le Danemark, comme la Finlande, ou même comme l'Italie, qui ont besoin d'un parapluie extérieur. Donc moi je suis pour que la France puisse s'extraire de la logique des blocs pour jouer le rôle politique et diplomatique qui est le sien de toute éternité dans l'histoire, c'est-à-dire un rôle de pacificateur, un rôle d'une puissance qui est à la fois indépendante et équidistante, qui est capable de trouver les voies de la paix et de faire entendre autre chose que la logique des blocs. Donc je pense que la France, par sa vocation historique, par les moyens militaires qu'elle a, peut se détacher de l'OTAN pour participer à la paix du monde. Et moi, j'aspire à ça et je pense qu'il faut que nous construisions ça.